Héloïse de Vauclair était penchée sur son pupitre, la plume d'oie suspendue au-dessus d'une lettrine à demi dorée. Une ligne d'encre de noix de Galles marquant sa joue gauche, sans qu'elle le sache. Elle entendait ses propres respirations, le craquement délicat du parchemin sous sa paume, le silence épais d'une pièce où personne n'était entré depuis 1 heure. Puis des pas dans le corridor. Pas ceux du majordome, trop réguliers, trop mesurés. Augustin de Montbéliard. Elle ne leva pas les yeux. Il s'arrêtait toujours dans l'encadrement de la porte, observait quelques minutes, repartait. Mais cette fois, les pas ne s'arrêtèrent pas. Ils traversèrent le seuil, contournèrent la table des registres, s'approchèrent. Héloïse leva enfin le regard. Augustin était à moins d'1 mètre d'elle, plus près qu'il ne s'était jamais tenu depuis 3 semaines. Il la regardait, non pas le vélin, non pas la lettrine inachevée, mais elle. « Tu as de l'encre sur la joue. » Le tutoiement tomba sans préparation, sans excuse. Avant qu'elle puisse répondre, il leva la main droite et posa le pouce sur sa joue gauche, juste sous la pommette. 3 secondes. Le contact était doux, précis, délibéré. Il effaça l'encre d'un geste lent, comme s'il copiait lui-même une ligne d'écriture. Héloïse oublia de respirer. Puis, Augustin retira la main, recula d'1 pas, dit « Pardonnez-moi » d'une voix neutre, et quitta la bibliothèque à pas réguliers, exactement au même rythme qu'il était entré. Héloïse resta immobile, la plume toujours suspendue au-dessus du vélin, la joue encore chaude là où il avait posé le pouce. 3 semaines plus tôt, elle était arrivée au domaine de Montbéliard avec un coffre de pigments, d'outils de calligraphie, et une lettre de sa mère Blanche qui précisait en 3 lignes ce qu'Héloïse savait déjà. Le livre d'heures de Geneviève de Montbéliard devait être transcrit avant novembre, date à laquelle le comte de Sérignan viendrait la chercher pour formaliser le compromis arrangé 6 mois plus tôt. Héloïse n'avait pas répondu à la lettre. Elle avait simplement emballé ses pinceaux, ses feuilles d'or, ses poudres de lapis-lazuli et de vermillon, et accepté la commande. Le majordome l'avait installée dans la bibliothèque privée, une pièce orientée au sud, avec 3 fenêtres hautes et des étagères qui montèrent jusqu'au plafond. « Monsieur le duc souhaite que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Si quelque chose manque, vous n'avez qu'à demander. » Héloïse avait hoché la tête et commencé à déballer ses outils. Le premier jour, Augustin de Montbéliard était apparu sous prétexte de vérifier qu'elle avait bien tout le matériel nécessaire. Il s'était arrêté dans l'encadrement de la porte, avait regardé le pupitre, les pigments alignés sur la table adjacente, le livre d'heures original posé sur un coussin de velours bleu. Le manuscrit est fragile. Ma mère l'a commencé il y a 20 ans. Elle ne l'a jamais terminé. Héloïse s'était levée. Je le sais. C'est pour cela que vous m'avez fait venir. Augustin avait hoché la tête, puis il était entré dans la bibliothèque. Pas jusqu'au pupitre, mais jusqu'à l'étagère où reposait le manuscrit original. Venez. Je vais vous montrer les pages les plus importantes. Héloïse l'avait rejoint. Ils s'étaient placés côte à côte devant l'étagère, épaules à la même hauteur, regard fixé sur le même objet. Augustin avait tourné les pages avec une délicatesse qui surprit Héloïse. Ses mains larges, ses doigts longs et précis, manipulaient le vélin comme s'il était lui-même calligraphe. Ici. Ma mère a peint cela l'année de ma naissance. Elle voulait que chaque mois du calendrier liturgique soit accompagné d'une prière personnelle. Héloïse avait observé les détails. Les pétales de lys rendus avec une finesse extraordinaire. Les plis du manteau bleu de la Vierge, ombrés au bleu de Prusse. Votre mère était une artiste remarquable. Augustin n'avait pas répondu immédiatement. Puis, il avait refermé le manuscrit avec soin et s'était tourné vers elle. Je veux que la copie soit fidèle. Pas identique, fidèle. Si vous devez corriger quelque chose, corrigez. Mais gardez l'intention. Héloïse avait senti une reconnaissance qu'elle n'avait jamais éprouvée face à un commanditaire. C'était la première fois qu'un homme la traitait comme une égale face à son travail, plutôt que comme une artisane à évaluer. Les jours suivants,
Augustin était revenu dans la bibliothèque avec des prétextes variés. Le deuxième jour, il avait apporté de la cire de meilleure qualité. Celle-ci brûle plus lentement. Vous travaillez tard. Le troisième jour, il avait vérifié la lumière. Tit, si le soleil vous gêne, je peux faire installer un rideau. Le quatrième jour, il avait demandé si elle avait besoin d'un tabouret différent. Héloïse avait noté qu'il ne dépassait jamais un certain rayon autour de son pupitre. Environ 2 mètres. Jamais moins. Il observait sans commenter. Restait quelques minutes, puis repartait toujours à pas réguliers. Un après-midi, elle avait refait entièrement une lettrine qu'elle jugeait imparfaite. La première version était techniquement correcte, mais quelque chose dans la courbe du dé initial ne correspondait pas à l'esprit du manuscrit original. Elle avait gratté l'or, nettoyé le vélin avec une pierre ponce fine et recommencé. Quand Augustin était entré et avait vu les 2 versions côte à côte, la première sur un morceau de vélin de test, la seconde en cours sur le folio définitif, il s'était arrêté plus longtemps que d'habitude. La deuxième version est différente de la première. Pas meilleure, pas pire, différente. Héloïse avait posé sa plume et l'avait regardée. « Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai refait ?» Augustin secoua la tête. « Non, vous aviez une raison. » Puis, il était reparti. Héloïse avait réalisé ce soir-là, en rangeant ses outils, qu'Augustin de Montbéliard était la première personne à observer son processus sans le convertir en jugement. Chaque commanditaire précédent avait évalué. Le travail était-il assez rapide, assez précis, assez conforme à ce qu'on attendait d'une femme de noblesse déchue qui gagnait sa vie avec ses mains? Son ancien fiancé, Édouard de Pressac, avait rompu en 3 semaines après que le titre de son père ait été révoqué. Je ne peux pas épouser une calligraphe. Il avait prononcé ces mots comme si le mot lui-même était une tâche. Augustin ne jugeait pas. Il observait. Il remarquait. Il apportait de la cire parce qu'elle travaillait tard et il ne demandait pas pourquoi elle travaillait tard. Cette absence de jugement était plus déstabilisante que n'importe quelle critique. Les jours suivants, Héloïse avait commencé à sentir les visites d'Augustin non comme des interruptions, mais comme une présence qui changeait la température de la pièce. Elle savait quand il approchait, ses pas avaient un rythme particulier, régulier comme une mesure musicale. Elle savait qu'il se tiendrait dans l'encadrement de la porte, ou à une distance précise, jamais plus près. Elle savait qu'il observerait en silence, peut-être poserait une question sur le pigment qu'elle utilisait, puis repartirait. Donc cette prévisibilité aurait dû être rassurante. Au lieu de cela, elle créait une tension qu'Héloïse ne savait pas nommer. Chaque fois qu'Augustin entrait dans la bibliothèque, elle sentait son propre corps se redresser légèrement, ses épaules se détendre, sa respiration ralentir. Chaque fois qu'il repartait, elle sentait le silence revenir, comme une eau froide. Un soir, alors qu'elle travaillait sur une enluminure particulièrement complexe, une scène de l'Annonciation avec des détails architecturaux en trompe-l'œil. Augustin était entré plus tard que d'habitude. Il faisait presque nuit, et Héloïse avait allumé 4 bougies disposées autour de son pupitre. « Vous devriez vous reposer. » Il parlait depuis l'encadrement de la porte. Héloïse ne leva pas les yeux de son travail. « Je veux finir cette section avant demain. » Augustin n'avait pas insisté. Il était resté là, silencieux, pendant plusieurs minutes. Héloïse avait senti son regard sur elle, non pas sur le vélin, mais sur elle, sur ses mains qui tenaient la plume, sur son visage penché vers la lumière, sur la ligne de sa nuque. Puis il avait dit, presque sans voix, « Vous travaillez comme ma mère travaillait, avec la même concentration, comme si le monde extérieur n'existait plus. » Héloïse avait enfin levé les yeux. Augustin la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Ni admiration, ni curiosité, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Votre mère devait aimer son travail. » Il acquiesça. « Oui. » Elle disait que c'était la seule chose qu'elle contrôlait entièrement. Puis, il était reparti.
Et Héloïse était restée immobile, la plume suspendue, se demandant pourquoi cette phrase résonnait en elle comme une vérité qu'elle n'avait jamais formulée. Le lendemain du geste de l'encre, Augustin ne vint pas à la bibliothèque. Héloïse attendit toute la matinée, puis tout l'après-midi. Le majordome apporta les messages à sa place. Une note brève indiquant que le duc était occupé avec des affaires du domaine et qu'elle devait continuer son travail sans interruption. Héloïse lut la note 2 fois, puis la posa sur la table et reprit sa transcription. Le surlendemain, même silence. Le majordome apporta une nouvelle caisse de vélin et repartit sans un mot. Héloïse comprit alors que le contact n'avait pas été un geste galant, mais une rupture dans un système de contrôle, et qu'Augustin avait disparu parce qu'il avait franchi sa propre limite. Elle continua de transcrire, mais chaque ligne copiée devenait une mesure du temps restant avant novembre. Le livre d'heures progressait lentement. Elle en était au mois d'août dans le calendrier liturgique, et il restait encore 4 mois à enluminer, plus les prières marginales que Geneviève de Montbéliard avait ajoutées de sa propre main. Héloïse travaillait avec une précision méticuleuse, mais elle ne se pressait pas. Chaque jour passé au domaine était un jour de moins avant Sérignan, et elle ne voulait pas précipiter la fin. Une lettre de sa mère Blanche arriva 1 semaine après le geste de l'encre. L'écriture était ferme, les phrases courtes et directes. Le comte de Sérignan a confirmé sa visite pour la mi-novembre. Il faudra que le manuscrit soit terminé et que tu sois rentré à la maison avant cette date. J'ai déjà fait préparer ta chambre et commandé 2 robes neuves. Sérignan est un homme raisonnable. Il sait ce que tu vaux maintenant et il ne te reprochera pas ce que ton père a perdu. Réponds-moi dès réception de cette lettre pour confirmer que tu as bien compris. Héloïse relut la lettre 2 fois, puis la posa sur la table sans y répondre immédiatement. Elle se remit au travail, copiant les prières du mois de septembre avec une attention redoublée, comme si chaque mot transcrit pouvait retarder l'inévitable. Sans la distance d'Augustin devenait une présence inverse. Héloïse sentait qu'il évitait la bibliothèque aussi délibérément qu'il y venait auparavant. Elle entendait ses pas dans le corridor adjacent. Elle savait quand il passait devant la porte. Mais il ne s'arrêtait plus, ne franchissait plus le seuil. Cette absence était plus bruyante que n'importe quelle visite. Héloïse se surprit à lever les yeux chaque fois qu'elle entendait des pas, à attendre qu'ils ralentissent, qu'ils s'arrêtent, qu'ils entrent. Mais ils continuaient toujours leur chemin, réguliers et mesurés, et elle se remettait au travail avec une tension nouvelle dans les épaules. Théodore de Montbéliard, le frère cadet d'Augustin, arriva sans annonce au domaine en milieu de 2e semaine. Héloïse entendit d'abord des voix dans le hall d'entrée. Une voix jeune, enjouée, qui parlait fort et riait facilement. Puis des pas irréguliers dans le corridor, une claudication légère mais audible. La porte de la bibliothèque s'ouvrit sans qu'on ait frappé, et un jeune homme d'environ 25 ans entra directement, sans s'arrêter dans l'encadrement. Il portait une veste de voyage poussiéreuse et avait les mêmes yeux sombres qu'Augustin. Mais son visage était ouvert, souriant, sans la composure glacée de son frère aîné. « Vous devez être mademoiselle de Vauclair, Théodore de Montbéliard. Mon frère m'a écrit que vous transcriviez le livre d'heures de notre mère. » Il se pencha sur le folio en cours, examinant la lettrine que Héloïse venait de terminer. « C'est magnifique. Vous utilisez du lapis lazuli pur pour le bleu ?» Héloïse recula légèrement, surprise par la proximité soudaine. « Oui, votre mère utilisait la même qualité de pigment. » Théodore sourit. Elle était exigeante sur les matériaux. Mon père lui disait qu'elle dépensait une fortune en poudre et en feuilles d'or, mais elle répondait que Dieu méritait le meilleur. Il toucha le bord du vélin encore humide avec le bout de l'index. Théodore. La voix d'Augustin était neutre, mais ferme. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, exactement à l'endroit où il s'arrêtait toujours. « Éloigne-toi du vélin, l'encre n'est pas sèche. »
Théodore se redressa immédiatement, levant les mains en signe de reddition avec un sourire amusé. « Pardon, je suis toujours trop curieux. » Il se tourna vers Augustin. « Tu ne m'avais pas dit que mademoiselle de Vauclair était aussi talentueuse. Le travail est extraordinaire. » Augustin ne répondit pas. Il regardait le vélin, puis Héloïse, puis Théodore. « Viens, laisse mademoiselle de Vauclair travailler en paix. » Théodore hocha la tête et quitta la bibliothèque en claudiquant légèrement. Augustin resta un instant de plus dans l'encadrement, croisa le regard d'Héloïse, puis suivit son frère sans un mot. Ce soir-là, à dîner, Héloïse fut invitée à se joindre aux deux frères, une première depuis son arrivée. Le majordome avait dressé la table dans la petite salle à manger privée, et Théodore parlait librement, remplissant le silence qu'Augustin laissait toujours s'installer. Mon frère avant l'accident, il riait. Il tombait exprès pendant les courses pour que je gagne. J'avais 10 ans, lui 18. Et puis ma jambe, et après, plus rien. Il dit cela sans amertume, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Augustin ne leva pas les yeux de son assiette. Théodore, mademoiselle de Vauclair n'a pas besoin d'entendre cela. Théodore secoua la tête. Au contraire, elle passe ses journées dans une bibliothèque silencieuse avec toi, qui apparaît et disparaît comme un fantôme. Elle a le droit de savoir que tu étais autrefois un être humain. Héloïse observa les deux frères, sébulquois. Théodore entrait dans les pièces, s'asseyait, se penchait, demandait, répondait. Augustin calculait chaque centimètre depuis le seuil. Le contraste devenait un diagnostic qu'elle ne formulait pas encore à voix haute, mais qu'elle sentait se former dans son esprit comme une ligne d'encre sur du vélin blanc. Quelques jours plus tard, Héloïse transcrivit les annotations marginales du mois d'octobre dans le livre d'heures. C'était une section qu'elle avait d'abord ignorée, ou pensant qu'il s'agissait de simples notes techniques ou de prières personnelles de Geneviève de Montbéliard. Mais en commençant à copier, elle réalisa que les annotations étaient en réalité un journal intime déguisé. Des observations sur ses fils, sur la vie du domaine, sur des moments quotidiens qu'elle avait voulu préserver. La plume d'Héloïse copia mécaniquement les premiers mots. « Mon fils aîné surveille tout. » Debout dans l'encadrement de la porte, il regarde ses frères jouer sans jamais entrer dans la pièce. Il a 12 ans et il a déjà peur de ce qu'il est quand il ne se surveille pas. Héloïse s'arrêta au milieu du mot « surveille ». Sa main resta suspendue au-dessus du vélin, la plume tremblant légèrement. Elle relut la phrase une fois, puis 2 fois. Geneviève avait écrit cela il y a 20 ans, 8 ans avant l'accident de Théodore. La composure d'Augustin existait à 12 ans. L'accident ne l'avait pas créé. Il lui avait donné un nom et une excuse. Héloïse posa la plume et regarda l'encadrement vide de la porte. Le geste de l'encre n'était pas un écart galant. Pendant 3 secondes, Augustin avait cessé de se surveiller et était entré dans la pièce. Ce qui lui avait fait oublier de respirer n'était pas le contact physique, mais le fait d'être vu par quelqu'un qui, ces 3 secondes, n'avait plus d'excuses. Elle reprit la transcription, mais sa main tremblait légèrement sur la ligne suivante. Les mots de Geneviève continuaient. « Je prie pour qu'un jour, quelqu'un voie ce qu'il cache et l'aime malgré cela, ou plutôt, à cause de cela. » Héloïse termina la page, et puis referma le manuscrit original avec soin. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, et regarda le parc où les premières feuilles d'automne commençaient à tomber. Sa propre main, son instrument de travail, avait transcrit le diagnostic d'Augustin avant que son esprit le formule. La calligraphe avait écrit la vérité avant de la comprendre. Quelques jours plus tard, Héloïse travaillait temporairement dans l'orangerie pour profiter de la lumière d'après-midi. Le soleil entrait par les grandes baies vitrées, créant des reflets dorés sur le vélin. Elle était en train de peindre une enluminure représentant Saint Michel
terrassant le dragon, quand Théodore entra et s'assit en face d'elle sans invitation. « Il ne viendra pas. » Héloïse ne leva pas les yeux de son travail. « Je n'attends personne. » Théodore sourit. « Si, et il le sait. » Héloïse posa son pinceau et regarda Théodore directement. « Pourquoi êtes-vous venu au domaine, monsieur de Montbéliard ?» Théodore ne détourna pas le regard. « Parce qu'Augustin m'a écrit une lettre il y a 2 semaines. Une seule phrase. Viens au domaine dès que tu peux. Mon frère n'écrit jamais ce genre de lettre. Alors je suis venu. » Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Quand j'avais 15 ans, il m'a demandé pardon. Je lui ai dit que je n'avais rien à pardonner. Ce n'est pas ça qu'il a entendu. Il attend que quelqu'un dise autre chose que ce n'est rien. Héloïse sentit une compréhension qu'elle n'avait pas voulu formuler jusqu'à présent se cristalliser dans son esprit. Qu'est-ce qu'il devrait entendre? Elle demanda cela doucement. Théodore se redressa. Que ce qui s'est passé était réel, quand que ça comptait. Que pardonner ne veut pas dire effacer. Il se leva et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous savez ce qui m'a le plus manqué après l'accident? Ce n'est pas de courir. C'est de voir mon frère me regarder sans calculer s'il avait le droit d'être dans la même pièce que moi. Héloïse comprit que son propre silence depuis le geste de l'encre avait été un autre mur. Elle n'avait rien dit, n'avait rien demandé, n'avait pas répondu à ce qui s'était passé. Elle avait laissé Augustin interpréter son silence comme un pardon poli, une absolution qui effaçait tout. Mais ce n'était pas ce dont il avait besoin. Ce soir-là, elle écrivit une réponse à sa mère. Le manuscrit avance bien. Je ne pourrai pas être rentré avant la fin novembre. Il reste encore 4 mois de calendrier à enluminer, et je ne veux pas précipiter le travail. Elle posta la lettre le lendemain matin. Une nuit suivante, Héloïse travaillait tard dans la bibliothèque. Elle avait allumé 6 bougies disposées autour de son pupitre, et la pièce baignait dans une lumière dorée et tremblante. Elle était en train de copier les prières du mois de novembre, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Augustin entra sans un mot et s'assit à distance avec un registre de comptes. Il ne dit rien, ne la regarda pas directement, mais ouvrit le registre et commença à lire. Héloïse continua de travailler, la plume grattant doucement le vélin. Plusieurs minutes passèrent dans un silence presque confortable. Puis, une bougie s'éteignit. Ni l'un ni l'autre ne se leva pour la rallumer. La bibliothèque s'assombrit légèrement, les ombres s'allongeant sur les murs. Plusieurs minutes encore passèrent. Une deuxième bougie s'éteignit. Héloïse sentait la présence d'Augustin comme une chaleur dans la semi-obscurité, une présence qui ne demandait rien, ne justifiait rien, existait simplement. Puis Augustin dit, presque sans voix, « Je ne sais pas entrer dans une pièce sans calculer si je peux en repartir. » Héloïse ne répondit pas. Elle continua d'écrire, la plume traçant les mots latins avec une précision mécanique. C'était la première fois qu'Augustin disait quelque chose de vrai. Quelque chose qui n'était ni une politesse, ni une observation neutre, ni une excuse. Et elle le reçut sans en faire un événement. Ce qui était exactement ce dont il avait besoin. Augustin resta encore 10 minutes, puis referma le registre et se leva. « Bonne nuit, mademoiselle de Vauclair. »« Bonne nuit, monsieur le duc. » Elle répondit sans lever les yeux. Augustin quitta la bibliothèque et Héloïse posa enfin la plume. Ses mains tremblaient légèrement. Le manuscrit arriva à sa dernière enluminure 2 semaines plus tard. Héloïse commença l'initiale G finale, un travail non commandé, mais qu'elle ajouta par choix. C'était une lettrine complexe, représentant une vigne entrelacée avec des lys blancs, symbole de pureté et de résurrection. Elle y travailla pendant 3 jours, mélangeant des pigments avec une précision extrême, ajoutant des détails invisibles à l'œil nu mais présents pour quiconque regarderait de près. Augustin revint dans la bibliothèque pour la première fois depuis plusieurs jours. Il ne parla pas,
Mais il traversa le seuil et s'arrêta à mi-distance entre la porte et le pupitre, plus près qu'avant le geste de l'encre, mais pas jusqu'à elle. Héloïse leva les yeux. « Le manuscrit sera terminé demain. » Augustin hocha la tête lentement. « Et après ?» Il demanda cela d'une voix calme. Héloïse posa son pinceau. « Je rentre chez ma mère. Sérignan arrive en novembre. » Augustin ne bougea pas, mais ses mains se fermèrent légèrement. « Tu as choisi cela ?» Le tutoiement était revenu, mais cette fois, il ne semblait pas accidentel. Héloïse secoua la tête. Ma mère a choisi après que mon fiancé précédent ait rompu en 3 semaines quand le titre de mon père a été révoqué. Sérignan sait ce que je vaux maintenant. Il ne sera pas déçu. Augustin resta immobile encore 5 secondes, le regard fixé sur le vélin inachevé. Puis, il sortit sans répondre, et Héloïse se remit au travail avec une sensation de poids dans la poitrine qu'elle ne pouvait pas nommer. Le lendemain, le livre d'heures était terminé. Héloïse l'avait posé sur la table principale de la bibliothèque, ouvert à la dernière page enluminée pour que l'encre sèche complètement. Elle était au centre de la pièce. Pour la première fois, pas au pupitre, pas dans un angle de travail, mais dans l'espace ouvert, en train de ranger ses derniers outils dans son coffre. Les pigments retournaient dans leurs petits pots étiquetés, les pinceaux dans leur étui de cuir, les feuilles d'or dans leur boîte doublée de velours. Chaque geste était lent, délibéré, comme si elle pouvait retarder la fin en ralentissant ses mouvements. Augustin entra. Cette fois, il ne s'arrêta pas dans l'encadrement. Il entra directement jusqu'à elle, traversant la bibliothèque d'un pas régulier mais déterminé. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, exactement à la distance où il s'était tenu le jour du geste de l'encre. « C'est terminé. » Elle dit cela en refermant le couvercle du coffre. « Le manuscrit, oui. Et l'autre chose ?» Il demanda cela doucement. Héloïse le regarda directement. « L'autre chose n'est pas terminée. Mais je pars quand même. Sérignan. » Ce n'était pas une question. Ma mère a fixé novembre. Elle répondit simplement. Silence. Augustin regarda autour de lui. La bibliothèque où tout avait commencé, les étagères chargées de livres, les fenêtres hautes par lesquelles entrait la lumière d'automne, le pupitre où Héloïse avait passé 3 mois à copier les prières de sa mère. Ta mère savait. Elle dit cela doucement. Augustin fronça légèrement les sourcils. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Elle a écrit quelque chose dans les marges. Oh, j'ai failli ne pas le lire. Ma plume s'est arrêtée au milieu du mot. Elle continua d'une voix posée. Augustin se tendit. Ce que tu as transcrit. Il commença, mais elle l'interrompit. Il a 12 ans et il a déjà peur de ce qu'il est quand il ne se surveille pas. 8 ans avant Théodore. Elle récita cela de mémoire. Ce qui se brisa n'était pas spectaculaire. Augustin regarda l'encadrement de la porte qu'il venait de franchir, le regarda depuis l'autre côté, comme s'il prenait conscience pour la première fois de la distance qu'il avait parcourue. 20 ans dans les encadrements, et la seule fois où j'en suis sorti, il dit cela d'une voix presque inaudible. Tu m'as touché la joue. Elle termina sa phrase. Il acquiesça. Oui. Et tu t'es excusé? Parce que c'était moi, pas l'accident, pas Théodore, moi, sans raison ou sans excuse. Et ça m'a terrifié. Il leva enfin les yeux vers elle. Héloïse fit un pas vers lui. Sérignan ne verra jamais la Tinta. Augustin secoua la tête lentement. Il murmura. Non. Toi, tu l'as vu avant de voir la joue. Tu as vu le lapis lazuli, le vermillon, la feuille d'or. Tu as vu le travail avant de voir la femme. Elle continua d'une voix ferme. Augustin la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. C'est pour ça que tu as oublié de respirer? Il demanda cela. Elle répondit simplement. C'est pour ça. Augustin leva la main, consciemment, pleinement, sans hésitation.
Il posa le pouce sur sa joue, là où il n'y avait plus d'encre, là où il avait posé le pouce 3 semaines plus tôt. Il n'y a rien à effacer. Elle dit cela doucement. Il répondit. Non, alors je ne nettoie pas, je touche. Héloïse posa sa main sur la mâchoire d'Augustin, là où la composure se tenait, où les muscles se contractaient chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Elle sentit la tension sous ses doigts, la chaleur de sa peau, le pouls qui battait doucement sous la ligne de l'os. Puis, elle l'embrassa. Le baiser naquit du même point où il avait posé le pouce 3 semaines plus tôt, un contact doux, précis, délibéré. Augustin ne recula pas. Il posa sa main libre sur la taille d'Héloïse, la rapprochant légèrement, et répondit au baiser avec une intensité qui contredisait 20 ans de contrôle. Héloïse sentit une certitude l'envahir. Non pas du désir, bien que le désir soit présent, mais une reconnaissance plus profonde, en s'en est la certitude que cet homme qui calculait chaque centimètre depuis le seuil était en train de franchir une distance bien plus grande que celle qui séparait la porte du centre de la pièce. Quand ils se séparèrent, Augustin garda sa main sur la taille d'Héloïse, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Sérignan. Il dit simplement ce nom. « Je vais écrire à ma mère. » Elle répondit calmement. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?»« Que le manuscrit est terminé. Que je reste. » Augustin ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Tu es sûr ?» Il demanda cela. « Aussi sûr que tu l'étais quand tu as traversé cette pièce. » Elle répondit. Augustin sourit. Un sourire léger, presque imperceptible, mais qui transforma son visage entier. « Ma mère a écrit autre chose dans les marges ?» Il demanda cela. Héloïse hocha la tête. « Elle a mal écrit ?»« Je prie pour qu'un jour quelqu'un voie ce qu'il cache et l'aime malgré cela. Ou plutôt, à cause de cela. » Augustin la regarda longuement, puis dit « Elle avait raison. » « Sur quoi ?»« Sur le fait que quelqu'un verrait. » Elle avait raison sur tout. Elle dit cela avec conviction. Quelques semaines plus tard, le livre d'heures avait été livré et installé dans la chapelle du domaine. La cérémonie de bénédiction avait eu lieu un dimanche matin, en présence d'Augustin, de Théodore, du curé du village et d'Héloïse. Le manuscrit reposait désormais sur un lutrin de chêne sculpté, ouvert à la page de l'Annonciation. Mais dans la marge de travail du manuscrit, pas dans le folio enluminé destiné à être vu, mais dans la marge où les calligraphes notent ce qui doit être corrigé, quelqu'un avait ajouté une seule ligne après la livraison, sans date, sans signature. Entrée dans la pièce. Héloïse travaillait maintenant à un nouveau projet. Une commande qu'Augustin avait reçue d'un couvent voisin et qu'il lui avait transmise. Elle était installée au même pupitre dans la bibliothèque, entourée des mêmes étagères, des mêmes fenêtres hautes, de la même lumière d'automne qui entrait par les baies vitrées. Mais quelque chose avait changé. Les domestiques avaient remarqué que personne ne s'arrêtait plus dans l'encadrement de la porte de la bibliothèque. Il y avait seulement une porte, un seuil que l'on franchissait. Augustin entra sans hésiter, traversa la pièce jusqu'à elle et posa une main sur son épaule en regardant le vélin en cours. Différent du précédent, pas meilleur, différent. Héloïse sourit sans lever les yeux de son travail. C'est une commande pour un couvent. Les sœurs veulent un style plus austère. Tu peux faire austère ? Il demanda cela avec une trace d'amusement dans la voix. Héloïse leva enfin les yeux et le regarda. Je peux faire n'importe quoi. Tu ne l'avais pas encore compris ? Augustin se pencha et l'embrassa légèrement sur le front. Si, je l'avais compris. À l'extérieur, l'automne commençait. Les feuilles tombaient une à une dans le parc, le vent devenait plus froid, les jours raccourcissaient. Mais novembre était passé sans que personne ne parte. Sérignan avait reçu une lettre polie d'Héloïse expliquant que le compromis ne pouvait pas être honoré. Blanche avait répondu par une lettre froide mais résignée. « Tu as fait ton choix. J'espère que tu ne le regretteras pas.
Héloïse n'avait pas regretté. Elle transcrivait maintenant les psaumes pour le couvent, copiant les versets latins, avec la même précision méticuleuse qu'elle avait apportée au livre d'heures. Augustin venait chaque jour dans la bibliothèque. Non plus avec des prétextes, mais simplement parce qu'il voulait être là. Il apportait parfois un livre et s'asseyait dans le fauteuil près de la fenêtre, lisant en silence pendant qu'Héloïse travaillait. D'autres fois, il restait debout près du pupitre, observant les mouvements de sa plume sur le vélin, posant des questions sur les pigments, sur les techniques d'enluminure, sur les choix qu'elle faisait. Un soir, alors qu'Héloïse rangeait ses outils, Augustin demanda « Tu regrettes le livre d'heures » Héloïse secoua la tête. « Non, mais je pense souvent à ta mère. » « Pourquoi ?»« Parce qu'elle savait. Elle t'a vu à 12 ans et elle a compris. Et elle a prié pour que quelqu'un d'autre voie aussi. » Augustin s'approcha et prit la main d'Héloïse. Elle aurait aimé savoir que c'était toi. « Tu crois ? J'en suis sûr. Elle disait toujours que les meilleures choses arrivent quand on cesse de les surveiller. » Héloïse sourit et serra la main d'Augustin. Alors elle avait raison sur tout. Il acquiesça. Oui, elle avait raison sur tout. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, main dans la main, dans la bibliothèque où tout avait commencé, entourés de livres anciens et de lumière dorée. Puis Augustin dit « Viens, le dîner est prêt. » Héloïse hocha la tête et le suivit hors de la bibliothèque, franchissant le seuil sans s'arrêter, sans calculer, sans hésiter. Ne juste une porte, juste un passage. Et dans la marge de travail du livre d'heures, dans la chapelle où personne ne regardait jamais les annotations techniques, une seule ligne restait inscrite à l'encre noire. Entrée dans la pièce. Sans signature, sans date. Juste une vérité transcrite par une main qui savait voir avant de comprendre.